Bonsoir et bienvenue à tous dans cette vidéoconférence Café de la Bourse. On va parler aujourd'hui de comment investir en 2025. Vous êtes très nombreux connectés ce soir. Merci beaucoup. Peut-être que vous regardez cette rediffusion parce que c'est une vidéo qui est enregistrée. Ceux qui regardent la vidéo en live pourront poser leurs questions donc, à la fin de la présentation. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pouvez poser vos questions du coup en commentaire de la vidéo, bien sûr. Alors, comment investir en 2025? Qu'est-ce qui est au programme? On va voir déjà le bilan de l'année 2024, voir un petit peu ce qui s'est passé cette année. On va étudier l'impact de la présidence de Donald Trump sur la bourse en 2025. Ça va être un sujet très important. D'ailleurs, ça a été un sujet très important en 2024 aussi. Beaucoup d'attentes. Les marchés ont beaucoup réagi avant l'élection et après l'élection. On va en parler plus en détail. Un autre, ce qu'on appelle market mover. Alors, les élections de Donald Trump, ça a été ce qu'on appelle un market mover, c'est-à-dire un facteur clé déterminant pour l'évolution des marchés boursiers. Le deuxième market mover, ça a été la baisse des taux d'intérêt, donc qui a été très attendu en 2024. En 2020, tout au long de l'année 2024, on a attendu cette baisse des taux. Elle est arrivée au mois de juin. On va en parler. On va faire le bilan de façon de l'année 2024. Mais est-ce que on va voir une poursuite de la baisse des taux en 2025? Ça va être toute la question et ça va être aussi très certainement le market mover de l'année 2025. Quelle perspective pour les cryptos en 2025? Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais les cryptos sont en folie en cette fin d'année 2024. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? On va essayer d'y répondre. Analyse technique. Alors, il y a deux écoles dans l'analyse. Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. On va parler bien sûr des deux ce soir. On va faire un petit tour de chartisme sur le S&P 500, le CAC 40, le Bitcoin, l'or et le pétrole. Ça va être bien sûr une analyse technique moyen, voire long terme. On verra ça et on le fera en direct ensemble. Dernier sujet, ça va être comment ajuster son portefeuille pour 2025. Et on terminera par une session de questions-réponses qui sera du coup enregistrée d'après vos recommandations. Alors, passons directement au vif du sujet parce on va essayer de ne pas dépasser 35-40 minutes, peut-être 45 minutes pour la présentation et on a beaucoup de choses à voir ce soir. Donc, on va directement passer au bilan des marchés financiers. Bilan 2024. Déjà, en termes de performance, si on regarde, on est à peu près bon sur tous les actifs. Alors, c'est des données que j'ai récupérées le 10 décembre. Donc, ça date d'il y a une semaine à peu près quand j'ai fait cette présentation et que j'ai travaillé dessus. Le S&P 500, on était à plus 27%, enfin plus que 27% de hausse. Le Nasdaq, plus 29%. Le CAC 40, malheureusement, avec ça, on en parlera aussi un petit peu. La crise politique européenne et surtout en France, on le voit c'est vraiment un sujet d'actualité. Ça pénalise quand même la bourse aussi. Ça, c'est un sujet, on pourra y revenir dessus. Mais en gros, le CAC 40, moins 1,85%. Donc, on est. C'est pas une grosse perte, mais c'est très loin d'être la meilleure année pour le CAC 40. On regardera quand on fera l'analyse technique ensemble tout à l'heure. Peut-être qu'on a un peu remonté, il me semble. On regardera, mais c'est quand même pas un chiffre bilan brillant, même si on arrive à repasser en positif sur les derniers jours de 2024. On sera autour de moins 1, moins 2, peut-être 0, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce n'est pas une année brillante pour le CAC 40. Ce n'est pas le cas pour toute l'Europe parce que l'Eurostoxx, lui, sort une performance. Alors, on est loin du S&P 500 et du Nasdaq en termes de performance qui ont complètement explosé ces derniers mois après l'annonce de l'élection de Trump, de la victoire de Donald Trump. Mais l'Eurostoxx quand même s'en sort bien, plus 9%. C'est une performance plus qu'honorable, sachant qu'en bourse, en moyenne, on vise une performance moyenne sur les 15 dernières années ou 20 dernières années, entre 7 et 8%. Donc 9%, on est quand même au-dessus. C'est quand même une bonne année. Le Nikkei, donc l'indice japonais, lui, enregistre 18% de hausse. Très bonne année aussi pour le Nikkei. Alors le Bitcoin,
plus 123%. On a même encore dépassé ça parce on était à 104 000, je crois, ce matin, 105 000. Donc, on en parlera aussi. On fera une analyse aussi en direct du Bitcoin. Donc, année exceptionnelle pour le Bitcoin. L'Ethereum, dans le sillage du Bitcoin, a enregistré une belle hausse de plus 60%. Encore une fois, la victoire de Donald Trump aux élections américaines y est pour beaucoup. On en parlera aussi en temps et en heure. L'or, dans un contexte géopolitique tendu, on en parlera aussi du contexte géopolitique, l'or tire ses épingles du jeu avec plus 32% de hausse, donc une très très belle année sur l'or. On est pratiquement. Alors ça s'est un peu calmé ces dernières semaines, mais on a quand même atteint les plus hauts historiques à presque 2800 dollars l'once. Et finalement, le pétrole qui enregistre aussi, après une année quand même très volatile, une performance de plus 10%. Alors ça, c'est pour le bilan des performances de l'année 2024 sur les principaux marchés. Globalement, la performance est bonne, sauf sur le CAC 40. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin quand on va parler de comment préparer son portefeuille pour 2025. Mais vous voyez clairement que si vous étiez que sur le CAC 40, vous seriez vraiment pas trop bien en cette fin d'année. Alors, c'est pas une perte épouvantable, mais quand même, c'est pas terrible. Par contre, si vous aviez pu vous diversifier, et franchement, les 27, 29% ou 18% ou 9% de l'Eurostock 50 ou l'or ou le pétrole, enfin, on parlera de la diversification beaucoup tout à l'heure. Mais concrètement, vous voyez bien que la perte qu'a fait le CAC 40, si on est bien diversifié, on s'en fiche complètement. Ça n'a aucune incidence sur le reste des performances. Alors, passons à la suite. Alors voilà, quels ont été les principaux market movers de 2024? Alors, les market movers, c'est les événements majeurs qui ont créé des mouvements importants sur les marchés, qui ont dessiné les tendances. Ça faisait déjà depuis fin 2023 qu'il y avait beaucoup de spéculation autour de la baisse des taux d'intérêt. Vous savez que en 2022, il y a eu de l'inflation, en 2023 aussi, une très forte inflation en Europe, mais dans tous les autres pays du monde aussi, suite à la reprise post-Covid, reprise économique post-Covid, qui a créé une inflation énorme. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs, comme la guerre en Ukraine notamment. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu une inflation importante qui a été observée. Et pour combattre cette inflation importante, il y a eu des hausses de taux d'intérêt. Alors, petit rappel très, très, très rapide parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Je ne vais pas vous faire un cours sur les taux d'intérêt. Par contre, vous allez pouvoir faire des recherches sur le site Café de la Bourse. Vous tapez taux d'intérêt ou sur Café du Trading, on a des articles qui expliquent ça très bien. Mais en bref, les taux d'intérêt ont un impact majeur sur l'économie et sur les marchés boursiers. En gros, c'est une mécanique. Quand il y a de l'inflation, on va augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et pour faire baisser l'inflation, ce qui va pénaliser aussi les marchés boursiers parce que quand les taux d'intérêt sont élevés, on a plutôt intérêt à placer son argent dans des livrets ou des comptes épargne qui rapportent presque autant que la bourse. Enfin bon, bref, c'est une mécanique de transfert de capitaux qui se transfère des marchés de dette au marché de capitaux. C'est l'éternel cycle des marchés boursiers. En tout cas, on avait connu une très forte hausse des taux d'intérêt qui pénalisait beaucoup les marchés de capitaux, donc les marchés boursiers, au profit des marchés obligataires, des marchés de dette et des comptes épargne. Et donc, depuis fin 2023, on attendait avec impatience que les banques centrales commencent à baisser leurs taux d'intérêt parce que l'année 2023, elle n'a pas été brillante en bourse. Et donc, on attendait, enfin, c'est surtout 2022 qui a été vraiment pas terrible en bourse. Donc, on s'attendait avec beaucoup d'impatience, on attendait cette baisse des taux qui aurait dû donner de la vigueur au marché financier, au marché boursier. Et c'est ce qui s'est passé sur toute la première partie de 2024 avec beaucoup d'attentes. Ce qu'il y a, c'est que ça a traîné parce que l'inflation, elle restait là, elle avait du mal à baisser. Les banques centrales étaient plutôt frileuses parce que c'est pas parce que l'inflation baisse qu'il faut tout de suite baisser les taux. Les banques attendaient d'avoir comme nous en tant qu'investisseurs ou en tant que traders, on attend le signal de confirmation. Eux, ils attendaient le signal de confirmation aussi. Du coup, ils ont attendu. Et la BCE, elle a commencé à baisser ses taux qu'en juin 2024, le 6 juin 2024. Et après ça, tous les mois, elle a progressivement baissé ses taux.
On est encore sur des taux relativement élevés. On a eu l'habitude ces 15 dernières années d'avoir des taux proches de zéro. Aujourd'hui, on est encore sur des taux largement plus élevés que ça. Si je dis pas de bêtises, mais on le vérifiera ensemble. On regardera, je vous montrerai aussi des sites sur lesquels vous pouvez vérifier toutes les données. On est autour de 4,5% aujourd'hui sur le taux de la BCE. Donc, on est quand même relativement élevé. La Fed, elle a entendu encore plus longtemps. Alors, la Fed, vous savez, les États-Unis, il y a beaucoup de startups là-bas. Vous avez le Nasdaq, le marché de la tech, les actions de la tech. Non, je vous dis des bêtises, c'est 4,50, c'est le taux de la Fed. Je savais bien que j'étais en train de dire une bêtise. C'est le taux de la Fed à 4,50. En tout cas, on regardera ça juste après. La Fed, elle a commencé à baisser ses taux que très tard, à partir du 18 septembre 2024 seulement. Donc, ça a été fait très, très tard. Et ça a pénalisé un petit peu les marchés boursiers, surtout les marchés de la tech, de toutes les valeurs boursières qui sont le plus impactées par les hausses de taux d'intérêt. C'est les valeurs de croissance, les valeurs qui ont besoin de se financer par la dette, bien sûr. La dette coûte plus cher avec les taux d'intérêt élevés et donc du coup, ça pénalise les valeurs de la tech. Voilà, en gros, grosso modo. On ne va pas refaire encore une fois tout un cours, mais je voulais quand même vous expliquer toutes ces mécaniques qui ont eu un effet très important en 2024 et qui vont avoir un effet très important encore en 2025 parce qu'on est encore sur des taux relativement élevés par rapport aux dernières décennies. Les élections américaines et la victoire de Donald Trump ont été un événement majeur. On l'a vu tout au long de l'année. Enfin, surtout à partir du mois de juillet, quand on se rapprochait des élections. Il y a eu l'attentat à moitié déjoué de Donald Trump, qui a créé énormément de volatilité sur les marchés. Il y a toutes les annonces qu'a pu faire Donald Trump qui ont créé beaucoup de volatilité sur les marchés. Et finalement, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines qui ont créé un emballement sur les marchés boursiers américains. Parce qu'effectivement, on en parlera juste après de Donald Trump. C'est probablement, à mon avis, le market mover numéro 1 de 2025 qu'il faudra suivre attentivement. Alors, tout ce qu'il dit, mais aussi tout ce qu'il fait, surtout, parce qu'attention, les politiques, vous savez qu'il y a toujours un gap très important, un écart très important entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, ça va être très important de suivre tout ça. Crise politique en Europe, alors pas seulement en France, en Roumanie, en Allemagne, en Hongrie, sans compter la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Tout ça, c'est des événements qui jouent, qui impactent beaucoup les marchés boursiers. Et on en parlera brièvement, même si on se focalisera plus sur le côté américain, qui, à mon sens, aura beaucoup plus d'incidence sur la géopolitique mondiale. Conflit au Moyen-Orient, guerre en Ukraine. Alors, conflit au Moyen-Orient qui s'étend au Liban, en Syrie, en Palestine. Enfin bon, ça peut impacter, ça peut impacter toute l'économie mondiale parce que ça crée un climat de stress, surtout avec l'Iran. Ça peut créer aussi, c'est ça qui a notamment permis alors cette inquiétude de guerre, ou plus qu'inquiétude, parce que ça se concrétise, ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est plus que des inquiétudes. Ça se répand vraiment sur tous les pays du Moyen-Orient. Ça a contribué à la hausse de l'or. Il n'y a pas que ça qui a contribué à la hausse de l'or, mais en grande partie, il y a la guerre en Ukraine qui s'éternise. Tout ça, ça peut impacter les marchés du pétrole, les marchés de l'or, on en parlera tout à l'heure. Alors évidemment, si on parle de crypto, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans de crypto, je vous laisse mettre crypto dans le chat si vous êtes fan de crypto. Manifestez-vous, on en parlera tout à l'heure un petit peu. Le Bitcoin à 100 000 $, c'est un truc incroyable. C'était Daniel, merci Daniel pour ta participation. Donc, le Bitcoin à 100 000 $, c'était il y a encore quelques années un objectif inimaginable. On l'a franchi, on l'a atteint, on l'a dépassé. Donc, on en parlera aussi aujourd'hui. Il y a eu en mois d'avril dernier le halving du Bitcoin. Ça aura probablement aussi un impact en 2025. Et les ETF crypto qui ont été listés sur les marchés américains au mois de février 2024 et qui, bien sûr, ont joué
qui bien sûr ont joué un impact qui ont eu un impact important sur toute cette économie des cryptos. Il y a eu aussi le crash du Nikkei. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Alors c'est vrai qu'en tant qu'investisseur européen, nous, on va regarder plus les marchés européens, le CAC 40, l'Eurostoxx, éventuellement le marché suisse, peut-être le marché américain, évidemment, bien sûr, parce que c'est générateur de performance. Mais c'est vrai que le Nikkei, on a moins l'habitude de le regarder, mais il s'est passé quelque chose de très intéressant sur le Nikkei. Et il y a eu un mini crash avec un impact très important sur le carry trade. Alors, carry trade, c'est du trading de devises, c'est du trading de taux, mais en gros, encore une fois, les taux d'intérêt sont au cœur des marchés en 2024 et tout ça a impacté très fortement le Nikkei quand la Bank of Japan, la BOJ, a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt alors que le yen, par les fonds spéculatifs et les hedge funds, est très utilisé comme devise de carry, c'est-à-dire comme devise pour mettre en place des stratégies de carry trade. Et plus particulièrement, le yen va être la devise qu'on vend parce qu'elle a des taux très bas, voire des taux négatifs, pour jouer sur les taux d'intérêt et acheter une devise qui rapporte plus de taux d'intérêt. Et quand la Banque du Japon a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt, ça a été un tsunami, j'ai envie de dire presque, on va vouloir faire John Mo, ça a été un tsunami sur le marché japonais parce que il y a plein de traders qui avaient emprunté du yen comme devise de carry et qui se retrouvaient à devoir les vendre à cause de la hausse des taux. Voilà. Donc, je vois vos questions, je vois vos commentaires, vous inquiétez pas, j'y répondrai à la fin pour pas perturber la présentation, même si ça me perturbe un petit peu comme vous le voyez. Alors, quelques faits marquants sur l'année 2024. Palantir, vous savez, cette société qui est une société américaine de cybersécurité et d'informatique, qui a réalisé la plus grosse performance du S&P 500 en 2024 avec plus 324%. C'est complètement hors norme, mais c'est pourtant la plus belle, c'est la plus importante performance du S&P 500. Si vous aviez cette action en portefeuille, bravo. Et d'ailleurs, on verra qu'on peut la voir en intervenant directement sur des ETF. C'est un sujet que nous, on aborde beaucoup sur Café de la Bourse. Vous pouvez pas. Il y a une phrase de Warren Buffett que j'adore. Si vous ne savez pas quelle action acheter, achetez-les toutes. Et c'est ce que permet de faire les ETF. On y reviendra. Nvidia, donc cette fameuse société qui développe des puces électroniques pour l'intelligence artificielle, en juin 2024 est devenue la première capitalisation boursière mondiale. Alors depuis, ça s'est calmé. Elle a perdu sa place son titre de première place. Mais imaginez-vous que cette société qui était encore même pas dans le top 10 en 2022 est passée devant Apple, Microsoft, Google, etc. Donc, beaucoup de changements. On a eu pendant plusieurs années les GAFAM qui dominaient la bourse américaine. Rien n'est figé dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre en bourse. Tout peut changer. Et on le voit avec Nvidia qui a fait une percée. Alors là, en 2024, c'était Palantir la plus grosse performance, mais si on prend sur les 5 dernières années, on regardera vite fait si on a le temps tout à l'heure. Nvidia, à mon avis, sont largement devant. Performance incroyable pour Nvidia ces dernières années. Alors, le contexte géopolitique, il est très important, il est plus important que jamais. Il y a des périodes plus ou moins calmes sur les marchés, et au niveau géopolitique et au niveau guerre. Mais là, on est vraiment en ce fin d'année 2024 et potentiellement en 2025 sur des conflits qui émergent partout. Alors, bien sûr, la guerre en Ukraine, ça, je ne vais pas vous en reparler. Je pense que vous connaissez la situation, mais elle est toujours aussi inquiétante parce qu'elle perdure dans le temps. Surtout avec l'élection de Donald Trump qui, lui, veut se désengager des dépenses faites pour soutenir l'Ukraine. Donc, ça va vraiment. La guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est un truc qui dure et on a tendance peut-être à l'oublier un petit peu dans les actualités. En tout cas, quand on regarde les actualités, on en parle parfois moins. Mais à mon avis, ça va être quelque chose de très important à suivre, surtout pour les marchés européens, surtout pour l'Europe en 2025. Donc, gardez à l'esprit ça. Le conflit, là, alors j'avais marqué conflit israélo-palestinien, mais c'est plus que ça maintenant. C'est conflit israélo
libano-syrien, palestinien. C'est pas bon signe aussi. Alors, pareil, hein, c'est peut-être aussi ça qui permet alors de monter. Vous savez, sur les marchés, il n'y a pas de mystère. Quand il y a de l'inquiétude, quand il y a des guerres, quand il y a de l'instabilité géopolitique, c'est l'or qui monte. Les tensions entre la Chine et Taïwan, elles ont été très importantes. En début d'année 2024, il y a eu les élections à Taïwan. Ce qui va certainement être très important à suivre, c'est la façon dont Donald Trump va gérer les relations avec la Chine. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup du Moyen-Orient, mais on est sur une poudrière aussi en Asie, donc attention, il y a la crise politique aussi en Corée du Sud, vous l'avez vu avec la destitution du président sud-coréen. Je pense que si vous êtes au courant aussi de tout ce qui se passe en Europe, donc je ne veux pas être pessimiste, je suis juste objectif. On a quand même des foyers de crise géopolitique un peu partout dans le monde. Ce qui n'est pas bon signe, mais ce qu'il faut prendre en compte. Hein. Rappelez-vous aussi alors tout à l'heure, je vous disais Warren Buffett qui disait quand on ne sait pas quelle action acheter, on les achète tous. Donc ça, c'est typiquement la diversification. Il y a aussi un adage très célèbre en bourse, c'est acheter au son, non, vendez au son des sirènes et achetez au son des canons. Alors, je ne veux pas dire qu'on part sur une guerre mondiale ou quoi que ce soit, même si ce n'est pas entièrement impossible parce qu'on a des foyers de stress géopolitique partout et de conflits qui émergent un petit peu partout. Donc la situation est tendue, mais quoi qu'il en soit, acheter au son des sirènes, vendez au son des sirènes, acheter au son des canons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter la rumeur et vendre la news. Ça veut dire qu'il y a des opportunités à prendre en bourse. Aussi dramatique la situation soit-elle, il y a toujours des opportunités à prendre en bourse. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a toujours des situations. Voilà. Et alors, c'est c'est terrible à dire, hein, mais en bourse, il y a des fortunes qui se font pendant les situations de grands conflits, qui soient en Europe, en Asie ou autre. Voilà. Sachez-le, gardez-le en tête. Et ça va être peut-être aussi quelque chose sur lequel je reviendrai quand je vous dirai préparez votre portefeuille pour 2025 parce que ça va être une année clé, une année charnière. N'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez. Au fur et à mesure, j'y répondrai à la fin. Mais si vous ne voulez pas oublier une question, vous pouvez la poser tout de suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a déjà passé 25 minutes, il faut que je me dépêche. On va passer dans le vif du sujet, l'impact de la présidence de Donald Trump sur la bourse en 2025. Ça va certainement être cette présidence avec son acolyte Elon Musk qui va avoir un ministère en gestion, enfin, c'est pas vraiment un ministère, mais un département qui va gérer. Ça va vraiment être, à mon avis, la chose qu'il va falloir suivre de près, de très, très près. Alors, qu'est-ce que Donald Trump pourrait changer sur les marchés financiers? Donc déjà, la première chose, c'est une réduction des réglementations. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est contre le fait d'imposer des lois, des restrictions, des contraintes au niveau économique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump, il avait déjà entrepris ça dans son premier mandat quand il avait été à la présidence des États-Unis, mais il pourrait le remettre au goût du jour. C'est même très certain qu'il le remette au goût du jour. C'est sa politique de déréglementation, particulièrement dans le secteur des énergies. Donc, déjà, là, on peut tout de suite déjà identifier quelque chose, c'est qu'il ne faut pas investir. C'est peut-être pas pertinent d'investir dans les énergies renouvelables aux États-Unis. Voilà, parce que lui, il va certainement mettre un coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là. Par contre, donc secteur de l'énergie, alors secteur des énergies renouvelables, tout ce qui est secteur de l'énergie pétrolier, là, vous pouvez y aller. À mon avis, Donald Trump, il va très certainement favoriser ce secteur-là. La finance sera aussi très certainement très largement stimulée par les politiques de déréglementation de Donald Trump. Vous savez que les réglementations financières sont très strictes, elles encadrent la façon dont les banques, dont les fonds d'investissement, etc. fonctionnent. Trump, lui, il aura plutôt tendance à lâcher la bride et peut-être, alors pour le bien ou pour le mal, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça va créer de la spéculation sur ces secteurs-là. Et le secteur de la santé, lui, pourrait être fortement impacté en bien ou en mal. Alors,
pareil, la réglementation, c'est quoi? C'est les médicaments qui sont interdits, et cetera. Lui, Trump, il est plus pour on laisse faire les choses. Donc, garder cette première chose, réduction de la réglementation. Politique fiscale favorable aux entreprises. Alors ça, Trump, c'est l'ami des entreprises, c'est l'ami des riches, c'est l'ami des grandes multinationales. Donc très certainement qu'il y aura des réductions d'impôts pour les plus grosses entreprises et pour les ménages les plus aisés, ce qui pourrait favoriser la consommation potentiellement et ce qui renforcera le cours de certaines actions qui profiteront de ces allègements fiscaux. Donc ça, il faudra aussi suivre ça. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir comme discours de Donald Trump. On verra la réalité des faits en 2025. Évidemment, Trump, il est pour une réindustrialisation des États-Unis. Donc, il va très certainement investir énormément dans le secteur industriel à travers une réindustrialisation des États-Unis. À travers la construction, l'immobilier et les matériaux. Donc tout ce qui est industriel, construction, matériaux, normalement devrait fortement profiter de la politique de Donald Trump qui va dépenser de l'argent public dans ces secteurs-là. Évidemment, il faut s'y attendre. Il y aura certainement une volatilité accrue sur les marchés boursiers. Parce que vous savez, Trump, c'est pas quelqu'un qui, voilà, il a une personnalité plutôt imprévisible. Il va faire des effets d'annonce. Parfois, il va se rétracter. Parfois, il va dire des bêtises. On sait comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui est très impulsif et ça va créer de la volatilité sur les marchés. Donc, attention, il faut le savoir. Cette année 2025 en bourse, il va par exemple, je ne sais pas, annoncer qu'il implémente une taxe sur les importations en Chine. Les importations de produits chinois aux États-Unis, ça va mettre les marchés sans dessus-dessous. Et peut-être qu'il peut revenir 2 jours après sur sa décision. Ce qui va faire ce qu'on appelle de la volatilité sur les marchés. Donc attention, il faut s'y attendre. On connaît sa personnalité. On sait que ce n'est pas quelqu'un qui prend des gants quand il a besoin de dire quelque chose. Et ça peut être mal interprété ou ça peut être interprété de façon trop rapide par les marchés financiers. Et ça peut créer de la volatilité. Donc, si vous êtes investisseur, ne paniquez pas. Sachez qu'on va avoir cette volatilité-là tout au long de l'année. Si vous êtes trader, mettez vos stop loss, mais voilà, si vous faites du trading actif, mettez vos stop loss plutôt loin que trop près, parce qu'on va avoir de ce genre de situation. Alors, 3 derniers points auxquels il faut s'attendre avec Donald Trump en président des États-Unis en 2025, ça va être les tensions commerciales. Mais il a déjà commencé, hein, ça commence déjà. Il n'a pas encore pris ses fonctions, que ça commence déjà. Donc il a une politique très protectionniste. Il veut mettre des droits de douane à tout le monde. Ça va créer des conflits commerciaux. Ça avait déjà créé beaucoup de problèmes avec la Chine quand il avait exécuté son premier mandat. Ça pourrait revenir, ça pourrait créer là aussi de la volatilité sur les marchés, particulièrement avec les entreprises qui sont exposées à l'international. Donc ça, faudra aussi en avoir bien conscience. Quand vous verrez dans les médias ou quand vous verrez des discours de Donald Trump qui parlent de frais de douane, qui parlent de guerre commerciale avec la Chine ou avec l'Europe, etc., ou avec d'autres pays ou avec le Mexique, il faudra s'attendre à avoir de la volatilité sur les marchés. Bien sûr, Donald Trump, sa politique va avoir un impact sur le dollar américain. Et c'est déjà le cas. Le dollar américain, il est en train de se renforcer. Pourquoi? Parce qu'il a une politique donc protectionniste, mais aussi expansionniste, ce qui renforce le dollar. Mais ce qui n'est pas forcément super bon pour l'économie américaine, parce que l'économie américaine, c'est aussi une économie qui exporte des produits. Et un dollar fort, ça peut pénaliser les exportations. Donc, ça peut pénaliser les multinationales américaines. Attention donc. Alors, c'est effet qui se coule. C'est là où des fois il y a des manques de cohérence. C'est qu'il veut réindustrialiser. Il veut un dollar fort. Alors, il veut un dollar fort pour contrer, parce que vous savez, il y a les BRICS qui veulent se dédollariser. Il y a plein de pays du monde qui veulent se dédollariser, qui veulent arrêter d'utiliser le dollar comme monnaie mondiale de référence. Ça, il y en a plein. On en entend parler depuis des années. De plus en plus de pays rejoignent cette idée. Et Donald Trump, il refuse absolument
qu'il y a une monnaie des BRICS ou, ou quelques monnaies que ce soit puissent faire de l'ombre au dollar. Donc, il veut un dollar fort pour ça, pour cette raison-là. Mais ce qui est contradictoire, c'est qu'il veut aussi mettre en place une réindustrialisation des États-Unis, ce qui va impliquer forcément de l'exportation, exportation de de leur production, ce qui ne serait pas cohérent avec un dollar fort. Donc, il y a certaines incohérences. Bon, ça, après, on le verra au fil du temps. On verra comment les choses vont se dessiner. Mais gardez en tête que potentiellement, on pourrait avoir ce dollar fort. Et évidemment, dernier point super important, les crypto-monnaies. Donald Trump, même si au début, il y a encore 5 ans, il était relativement opposé aux crypto-monnaies parce que ça pouvait faire justement de l'ombre au dollar américain. Lui, il est pro-dollar, on va dire. Il est revenu ces derniers temps sur ses positions en adoptant une position favorable à l'égard des crypto-monnaies. Et si on a le Bitcoin qui a atteint les 100 000 $, on fera un point sur les crypto-monnaies juste après. C'est grâce à l'élection de Donald Trump. C'est grâce à la victoire de Donald Trump. C'est ça qui a été le déclencheur qui a permis au Bitcoin d'atteindre les 100 000 $. Et avec son ami Elon Musk, parce que vous avez bien vu pendant les élections qu'ils se sont accoquinés, ils sont tous les deux très pro-crypto maintenant. Ça va certainement beaucoup aider tout l'écosystème crypto. Ça va peut-être permettre des réglementations ou du moins la baisse de réglementation. Enfin, ça va être favorable pour tout l'écosystème crypto. On y reviendra après. Alexandre qui me dit que ça vient de dépasser les 107 000. Ça ne m'étonne pas. On était à 105 000 ce matin. Et plus on va se rapprocher de la prise de pouvoir de Donald Trump, plus ça sera profitable pour l'écosystème crypto. Alors attention quand même, parce que à prendre avec des pincettes à chaque fois tout ce que disent les politiques, parce qu'évidemment, c'est un super message de campagne, les cryptos. Maintenant, si ça commence à faire de l'ombre sur le dollar et si ça commence à pénaliser l'économie traditionnelle américaine, on va voir comment Donald Trump va réagir à ça. Pareil, Donald Trump, Elon Musk sont copains comme cochons. On va voir comment ça va se passer quand Donald Trump il va déréglementer les énergies et qui va pénaliser les véhicules électriques. On va peut-être connaître un clash. On va voir. C'est deux personnalités très fortes qui s'entendent sur beaucoup de choses, mais qui sont aussi opposées sur un certain nombre de sujets. On va voir ça, encore une fois, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, d'un point de vue fondamental, ça va être une année passionnante, je pense, pour ceux qui s'y intéressent et qui suivent cette actualité pour investir en bourse. Alors, petite page de publicité, si vous voulez. Enfin, publicité sympa quand même. Vous allez voir, on organise un jeu concours en ce moment avec Café de la Bourse. Vous avez un lien que vous avez en description. Vous pouvez aller sur la page d'accueil de Café de la Bourse et vous retrouverez ce lien. Attendez, peut-être que je peux vous le mettre ici, le lien. Attendez, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, comment participer au jeu concours. Alors, c'est un jeu concours. Il y a deux bénéfices pour vous en tant qu'auditeur de Café de la Bourse. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez y aller. Sauvegardez-le pour tout à l'heure. Vous pourrez y aller sur le site pour participer au jeu concours. Alors, pourquoi il y a plusieurs avantages? Bon, déjà, la première chose, c'est que vous pouvez gagner en premier prix, vous pouvez gagner un iPad. Deuxième prix, vous pouvez gagner un abonnement de 1 an à la version complète de ProRealTime d'une valeur de 345 €. Et troisième prix, vous pouvez gagner un abonnement d'une valeur de 1 an à notre section premium. On en parlera aussi juste après de la section premium, un peu plus tard, de 261 €. Alors, pourquoi c'est bien? Bon, déjà parce que potentiellement, si vous participez, ça va vous prendre 5 minutes et vous pourriez gagner un de ces lots par tirage au sort. Mais en plus, dans ce sondage, dans ce jeu de concours, on va vous poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que vous aimez les webinaires qu'on fait avec Marc Raffard, comme ce soir? Est-ce que vous préférez les vidéos qu'on fait sur notre chaîne YouTube? Est-ce que vous préférez des articles? Est-ce que vous préférez des e-books? Est-ce que vous voulez des sondages sur le site Café la Bourse, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez des suggestions? Donc, on va vous poser plein de questions et ça va nous permettre d'adapter nos contenus à ce que vous voulez. Donc, non seulement on vous récompense
en vous faisant gagner potentiellement 3 lots super sympas. Mais participer, c'est aussi contribuer à Café de la Bourse et contribuer à ce qu'on va produire comme contenu tout au long de l'année 2025. Donc, prenez 5 minutes si vous avez le temps pour y participer. Si vous regardez la vidéo YouTube, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, pensez à y participer parce que vous pourriez avoir un beau cadeau de Noël. Et en plus, vous pourriez aussi voir des contenus qui répondent plus à ce que vous recherchez sur Café de la Bourse. On va passer à la suite. Alors, comme je vous l'ai expliqué, l'un des market movers, alors là, je vais prendre mes notes, l'un des market movers de 2025, c'était la baisse des taux d'intérêt. On l'a vu, ça a été vraiment ce qui a été suivi et archi suivi par les marchés boursiers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? En 2025, on ne sait pas encore, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien vous dire avec certitude jusqu'où va aller le Bitcoin, jusqu'où va aller le CAC 40 et jusqu'où va aller l'or. Malheureusement, je ne le sais pas. Donc, on va faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, on va d'abord voir quels vont être les facteurs qui pourraient influencer et entraîner une poursuite de la baisse des taux en 2025. Donc, le premier facteur, ça serait un ralentissement de la croissance économique mondiale. Donc, si la croissance économique mondiale montre une contraction, une baisse, si elle se montre insuffisante, si on se rapproche de la récession potentiellement, les banques centrales pourraient abaisser leurs taux pour stimuler l'activité économique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant des années après la crise des subprimes. Les taux étaient très, très bas pour relancer l'économie. Et ça a très bien marché pendant des années jusqu'à ce qu'on ait cette inflation qui arrive en 2022. Inflation, alors deuxième facteur, une inflation sous contrôle ou trop faible. Alors ça peut, on en a un peu bavé ces dernières années avec l'inflation. Donc une inflation trop faible, on a envie de se dire non mais qu'est-ce que c'est une inflation trop faible ? Il faut savoir que les banques centrales, elles ont des objectifs d'inflation et que pour une économie, une inflation concrètement, c'est positif, mais à condition qu'elle soit contrôlée et qu'elle soit pas trop haute et pas trop faible. Et généralement, les objectifs des banques centrales, ça se situe autour de 2%, leur objectif, que ce soit pour la Fed ou pour la BCE. Donc, si on avait une inflation à 2% ou légèrement inférieure et un ralentissement économique, les banques centrales pourraient être motivées à dire bon, l'inflation se stabilise, elle est sous contrôle. L'économie, elle est en berne, l'activité est en baisse, donc on pourrait effectivement continuer à baisser les taux d'intérêt. Il faut bien comprendre que c'est vraiment un jeu d'équilibre que jouent les banques centrales. Quand ils baissent les taux, ça relance l'économie, mais ça peut ramener l'inflation. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que c'est des décisions qui sont pas prises à la légère et qui prennent du temps, des fois, à se matérialiser. Donc, une inflation trop faible ou une inflation sous contrôle avec une croissance économique en berne, ça pourrait justifier une politique monétaire plus souple. Donc, quand on dit une politique monétaire, quand on parle de politique monétaire plus souple ou accommodante, c'est généralement on baisse les taux pour faciliter les emprunts immobiliers, les emprunts d'entreprise, etc., pour relancer la machine économique. Une détérioration du marché de l'emploi. Ça aussi, s'il y a une augmentation du chômage, par exemple, ou que les salaires n'augmentent pas proportionnellement à l'inflation, ça pourrait encourager les banques centrales à dire il y a un problème économique et on pourrait continuer la baisse des taux d'intérêt. Évidemment, les tensions géopolitiques et toutes les incertitudes qui peuvent être autour des tensions géopolitiques, c'est-à-dire les crises énergétiques, les crises financières, si jamais elles se produisent, pourraient amener les banques centrales à continuer leur politique de baisse des taux d'intérêt. Un renforcement de la monnaie nationale, que ce soit pour l'euro ou pour le dollar comme c'est en ce moment, ça pourrait nuire, comme je le marque sur le slide, aux exportations et du coup, pression économique fait que les banques centrales pourraient être aussi motivées de baisser les taux pour favoriser les exportations. Et finalement,
on n'est pas à l'abri d'une crise du secteur bancaire. On a déjà vu en 2008 et dans les années qui ont suivi, si des failles apparaissent dans le système bancaire, on pourrait aussi voir une baisse des taux pour faciliter la reprise du secteur bancaire. Ça, c'est tous les facteurs qu'il faudra surveiller et qui pourraient potentiellement créer une poursuite de la baisse des taux. Parce qu'on on a vraiment entamé bien la baisse des taux, comme je le disais tout à l'heure, en juin pour la BCE, en septembre pour la Fed. Je vous ai mis d'ailleurs en fond de graphique, si vous regardez, c'est la courbe des taux de la Fed depuis 2015. Hein. Donc, on ne la voit pas très bien, je l'ai mis en décoration, mais vous pouvez retrouver cette courbe-là. Maintenant, voyons les facteurs qui peuvent entraîner un retour de la hausse des taux d'intérêt. Alors, c'est un scénario moins probable, mais on pourrait y être confronté en 2025. Il y a autant de chances, j'ai envie de dire, que l'un ou l'autre des scénarios se produisent. Il faudra juste garder bien en tête tous ces facteurs et vous allez voir, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas très compliqué parce que la finance de marché et la géopolitique et la macroéconomie, c'est très compliqué au contraire. Mais si vous gardez en tête tous ces points que je vous ai évoqués tout au long de l'année 2025 et que vous voyez qu'il y en a, tac, on parle de hausse des taux, tac, on parle de hausse de l'inflation, on parle de reprise économique, vous allez voir, tac, et vous allez comprendre que la hausse des taux pourrait venir. C'est l'idée du webinaire de ce soir, c'est d'anticiper et que vous soyez prêts pour 2025. Donc, une hausse de l'inflation, si l'inflation revenait, si on venait à observer que ce soit en Europe ou aux États-Unis une nouvelle hausse de l'inflation, à ce moment-là, les banques centrales pourraient être amenées à remonter à nouveau leur taux d'intérêt. Alors souvent, les causes assez soudaines d'inflation, ça vient des coûts de l'énergie et des matières premières. Donc il faudra aussi surveiller ce marché annexe. Même si vous ne spéculez pas nécessairement sur le pétrole ou sur le gaz ou sur le prix de l'électricité, parce que c'est des marchés très particuliers, il faudra quand même les surveiller parce qu'ils pourront peut-être vous donner des indications anticipées de ce qui pourrait se passer après sur les marchés actions. Tout est interconnecté en bourse. Hein. Reprise économique solide. Donc, si on a une très, très forte reprise économique début 2025 en Europe ou aux États-Unis, hein, ça peut se passer aux États-Unis et pas en Europe, et en Europe, pas aux États-Unis, et ça peut se passer au niveau mondial. Mais en tout cas, s'il y a une forte reprise économique, une croissance économique qui est plus forte que prévu, eh ben, ça pourrait potentiellement être un signe de risque d'inflation. Donc, les banques centrales pourraient anticiper et commencer à augmenter les taux d'intérêt. Tension sur le marché du travail, je ne vous l'ai pas mis là, mais je l'ai mis dans mes notes. Je vous le dis rapidement. S'il y a une baisse du chômage et qu'il y a une forte augmentation des salaires qui est décorrélée de l'inflation observée, ça pourrait être un signal pour les banques centrales d'une inflation à venir et ça pourrait les motiver à augmenter les taux d'intérêt. Accroissement des déficits publics. On aimerait bien un abaissement des déficits publics. Non, un accroissement des déficits publics, eh ben ça pourrait aussi positionner les politiques budgétaires à une augmentation des taux d'intérêt. Donc, les banques centrales pourraient effectivement augmenter leur taux d'intérêt si jamais effectivement il y avait des accroissements des déficits publics. Bon, on est déjà sur des niveaux assez hauts, mais on va voir. Faut savoir que les banques centrales jouent beaucoup sur les gouvernements jouent beaucoup sur les taux d'intérêt, hein, justement, parce qu'ils partent du principe que c'est des dettes qui ne seront jamais remboursées. Donc, c'est des dettes à très long terme. C'est des dettes au-delà de 50, 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, si vous voulez, l'inflation, par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation rogne. La dette est finalement, au bout de 50, 100 ans, la dette disparaît d'elle-même. Bref, ça peut faire l'objet d'un article ou d'une autre présentation parce que ça serait très loin à expliquer. Mais c'est des paramètres sur lesquels les gouvernements et les banques centrales jouent beaucoup. Pression des marchés financiers, si jamais il y avait une bulle spéculative. Alors,
J'en ai déjà parlé dans plusieurs articles et j'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos ou d'autres interventions télévisées que j'ai fait. Effectivement, il y a énormément de spéculations sur l'intelligence artificielle. Vous l'avez sûrement vu sur les marchés boursiers. Si jamais une bulle spéculative venait à éclater, ça pourrait entraîner un retour de la hausse des taux. Comme ça pourrait aussi entraîner une baisse des taux. Après, ça dépend de la crise, de son contexte et de comment les banques centrales réagissent. Et finalement, une faiblesse de la monnaie nationale, si jamais, par exemple, l'euro, ce qui est le cas en ce moment, baisse trop ou que la Banque centrale estime qu'il a trop baissé, pourrait augmenter la Banque centrale européenne ou la Fed, si c'était le dollar qui baissait, pourrait augmenter ses taux d'intérêt pour redonner de l'attractivité à la devise nationale et donc lui redonner de la force. Voilà pour les taux d'intérêt. Il faudra bien prendre en note tout ça parce que tout ça va impacter fortement les marchés en 2025. Alors, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé du jeu concours dans lequel vous avez la possibilité de gagner un abonnement premium. Sachez que 95% des articles sur le Café de la Bourse sont accessibles gratuitement. Peut-être que je l'espère, peut-être que vous en lisez au moins un par jour pour vous tenir au courant des actualités boursières et vous former. Sachez toutefois qu'il y a une section premium sur laquelle les équipes de Café de la Bourse, dont moi-même parfois, mais c'est souvent aussi des collègues qui le font, vont rédiger des articles premium, donc des articles qui sont réservés seulement aux abonnés. Et c'est des articles dans lesquels on va vous présenter des sélections d'actions intéressantes dans lesquelles investir. Alors, c'est un peu ce qu'on fait aussi sur d'autres articles Café de la Bourse, mais là, sur ces articles-là, qui sont des articles premium, ça va être des sélections d'actions prometteuses et des analyses de valeur bien plus poussées. Donc, c'est des articles qui sont réservés que à nos abonnés et vous pourrez donc en profiter en étant abonné, sachant qu'il y a un mois gratuit où vous pouvez tester la section premium en vous abonnant pendant un mois, lire les articles, voir exactement de quoi il s'agit et si ça vous plaît, continuer par la suite l'abonnement. Donc ça, le cœur de l'offre, c'est vraiment ces analyses et ces top actions qu'on fait, qu'on travaille et il y a un gros travail de recherche derrière et qui vous permet donc de gagner du temps et d'avoir tout de suite des sélections d'actions prometteuses pour lesquelles investir dans les mois et années à venir et des analyses très poussées de valeurs ou de secteurs d'activité qui vous permettent aussi de vous aiguiller, de vous aider. En plus de ça, vous avez accès à une formation bourse complète. Si vous avez besoin de revoir vos fondamentaux, une formation bourse complète est accessible pour les membres de la section premium, ainsi que 2 e-books. Un e-book pour tout savoir comment investir dans les ETF et un autre e-book pour tout savoir sur l'analyse technique. Voilà. Et alors, attendez, c'est pas tout. c'est pas tout. Parce que jusqu'au 25 décembre à minuit, avec le code CAFÉ fin 2024, vous avez 40% de réduction sur l'abonnement premium à vie. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez maintenant, à vie, vous avez 40% de réduction. C'est-à-dire que si vous choisissez l'option mensuelle, au lieu de payer 29 € par mois, vous paierez à vie 17,40 €. Et si vous choisissez l'abonnement annuel, au lieu de payer 261 € à l'année, vous paierez 156,60 € à l'année à vie. Tant que vous restez abonné, vous profiterez de cette offre. Si vous êtes déjà abonné, c'est très bien. Et bien du coup, pour votre réabonnement, pour votre renouvellement, contactez-nous par email et on vous fera profiter de ces tarifs-là. Est-ce qu'on peut avoir des conseils? Alors non, nous on ne fait pas de conseils. C'est pour ça qu'on fait des top actions. C'est pour ça qu'on donne des sélections de valeurs, parce qu'on n'est pas conseiller en investissement financier. On n'a pas le droit de vous dire achetez telle action ou vendez telle action. Donc on n'est pas conseiller en investissement financier. On n'a pas le droit de faire de conseils personnalisés. Et on n'a pas le droit non plus de vous conseiller d'acheter une valeur plus qu'une autre. Il faut être agréé par l'AMF en tant que conseiller en investissement pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas notre cas. Donc on vous aide beaucoup, on vous guide, on vous oriente jusqu'à ce que vous puissiez prendre la bonne décision et celle qui vous convient, mais on ne peut pas vous dire à votre place ce qu'il faut faire. Alors, on va passer à la suite. Vous voyez, j'ai répondu à une question. Finalement, j'avais dit que je répondrais à la fin, mais j'ai quand même répondu à la question de Bertrand. Donc, je vais la liker comme ça, je me rappellerai que je vous avais déjà répondu. Alors, on va parler de crypto-monnaie. On va parler de crypto-monnaie. Tout à l'heure, vous aviez été quelques-uns à dire que les crypto-monnaies vous intéressaient. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Alors,
Les perspectives pour 2025 sur les crypto-monnaies, elles sont plutôt bonnes parce qu'on a atteint une étape, mais qui était tellement inattendue il y a encore quelques années, ce Bitcoin à 100 000 dollars. Il y a encore plein d'économistes qui pensaient que c'était une folie d'annoncer le Bitcoin à 100 000 dollars, que ça n'arriverait jamais à 100 000 dollars, que c'était une utopie, que c'était un rêve qui ne serait jamais réalisé. Et ça s'est produit. Donc franchement, aujourd'hui, vous dire jusqu'où le Bitcoin va aller, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, la perspective est plutôt positive. Alors, pas parce qu'il a atteint 100 000 dollars. Enfin, si, quand même, ça a été un événement majeur, ces 100 000 dollars. Mais pas que. On va voir les points importants qu'il faudra suivre. Donc, c'est l'adoption des institutionnels. Donc, vous savez que les premiers investisseurs qui sont arrivés sur les crypto-monnaies, ça a d'abord été des investisseurs particuliers, comme vous, comme moi, comme votre voisin, qui ont acheté des crypto-monnaies. C'est que très tard que les institutionnels sont arrivés et pourtant, eux, ils ont des milliards et des dizaines de milliards à investir. Donc, l'arrivée de l'adoption croissante des institutionnels dans les cryptos est un facteur très important parce que c'est des milliards de dollars qui se déversent. Donc, les grandes institutions financières, elles pourraient intégrer de plus en plus les crypto-monnaies dans leur portefeuille. Et ce qui renforce la légitimité des crypto-monnaies, mais aussi ce qui renforce le prix des crypto-monnaies et la capitalisation des crypto-monnaies. Je crois que c'est aujourd'hui BlackRock. Alors BlackRock, ils ont émis un ETF Bitcoin, donc ils ne sont pas tout à fait neutres dans leur positionnement, bien sûr. Ils ont un ETF Bitcoin, donc forcément, maintenant qu'ils ont un ETF Bitcoin, ils vont vous dire qu'il faut acheter du Bitcoin. N'empêche que ils ont dit aujourd'hui qu'un portefeuille équilibré pour un gérant, c'est alors, ils ne sont pas en train de dire qu'il faut acheter beaucoup de crypto, ils sont en train de dire qu'il faut mettre 2% de son portefeuille sur le Bitcoin ou sur d'autres cryptos. Donc, du coup, ça reste quand même, alors, 2% de ce que j'ai moi, c'est de clopinette, hein, on est bien d'accord. Par contre, 2% d'un fonds qui gère 100 milliards, bah, tout de suite, c'est 2 milliards. Donc, adoption croissante des institutionnels est un point à surveiller. La première étape de cette adoption, ça a été l'émission des ETF Bitcoin sur les marchés américains. Donc ça a été le market mover Bitcoin début 2024 et ça va continuer. Ça fait qu'un an que ces ETF existent. Il va falloir suivre l'évolution de ceci. Des réglementations plus claires. Alors ça aussi, ça va être très intéressant. En Europe, on va avoir une réglementation financière. Je dois préparer un article pour le début de l'année prochaine sur MiCA. MiCA, c'est le nom de la réglementation financière qui va encadrer les cryptos. Aujourd'hui, c'est un peu le Far West. On a le statut PSAN en France. On a d'autres statuts dans d'autres juridictions européennes. Aux États-Unis, on a une réglementation aussi, mais rien n'est vraiment encadré et harmonisé. Il y a encore un vide juridique important. À partir de 2025, on va avoir une réglementation plus claire et plus globale en Europe, en tout cas, avec la réglementation MiCA. Vous pourrez lire mon article dans quelques semaines. Et aux États-Unis, avec, encore une fois, la victoire de Donald Trump, on devrait avoir une réglementation plus claire et plus souple en plus. Ensuite, on a un point, alors ça va un peu en concurrence des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les CBDC, les cryptos numériques de banque centrale. Donc, c'est crypto banque, crypto de CBDC, c'est crypto banque de banque centrale, crypto de banque centrale, voilà. Donc ça va aussi avoir un impact majeur. Alors, ça pourrait faire de la concurrence au Bitcoin, mais ça va permettre aussi peut-être une interopérabilité entre des euros numériques, par exemple, et des blockchains Ethereum. On ne sait pas encore exactement comment ça va se concrétiser. Ça va commencer à arriver en 2025. Il va falloir voir ce que ça va donner. Mais ça pourrait être un événement majeur aussi pour tout l'écosystème crypto. Alors, je parle plus de la blockchain, de la finance décentralisée. Ça pourrait vraiment être une grosse révolution financière en 2025. On va voir comment ça va prendre. On va voir comment ça va se concrétiser. Pour le moment, c'est trop tôt, mais l'euro numérique devrait arriver en 2025. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura d'autres pays qui vont suivre, comme aux États-Unis ou autres. On va voir. Ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est la concurrence accrue entre les différentes blockchains. Alors, je ne vais pas vous faire un article complet sur les blockchains, sur la blockchain. Ça serait trop compliqué. On a des articles complets qui sont sur ce sujet-là. Vous avez un guide très complet de comment investir dans les cryptos
et des guides de la blockchain. Enfin, plein d'articles. Si vous tapez blockchain sur le moteur de Café de la Bourse, vous trouverez plein d'articles très détaillés sur le sujet. Mais en gros, grosso modo, il n'y a pas une blockchain, il y a plein de blockchains. Les blockchains, c'est des protocoles. Vous avez le protocole Ethereum, vous avez le protocole Bitcoin, vous avez le protocole Solana, vous avez le protocole Cardano. Alors, le Bitcoin, lui, il est un peu à part parce qu'il reste unique dans son mode de fonctionnement. Maintenant, Ethereum, qui est l'application la plus populaire de la finance décentralisée, aujourd'hui, elle a de la concurrence. Elle a de la concurrence et d'autres projets blockchain comme Solana ou Polygon ou Cardano peuvent attirer des utilisateurs qui utilisent aujourd'hui Ethereum. Quand je dis des utilisateurs, c'est des fois c'est des entreprises qui développent des programmes qui fonctionnent sur la blockchain et pourraient attirer des entreprises qui vont utiliser des programmes sur d'autres blockchains parce que le problème d'Ethereum, c'est encore un peu cher à utiliser et il y a encore des problématiques de scalabilité, donc d'implémentation. Donc, tout ça va falloir bien suivre. Si vous voulez alors, soit vous investissez un petit peu dans le Bitcoin, comme le recommande BlackRock, vous mettez 2 à 5% de votre patrimoine en Bitcoin et puis vous investissez long terme. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser aux crypto, vous devez connaître vraiment les protocoles Ethereum, Solana, Cardano. Vous devez connaître les protocoles, leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous ne connaissez pas, on a fait des articles sur ce sujet, vous pourrez les regarder. J'ai été l'auteur d'un d'entre eux. Sensibilité aux décisions politiques et politiques monétaires. Alors, bien sûr, quand on a créé les crypto-monnaies, on les a créées, enfin, on les a, c'est pas moi, c'est les Satoshi Nakamoto et Vitaline, je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie son nom. Bref, les fondateurs du monde des cryptos, eux, ont créé les cryptos pour arriver en concurrence avec le système financier traditionnel. C'est-à-dire parce qu'ils estimaient que ces hausses et baisses des taux d'intérêt qui permettent de contrôler l'économie sont une manipulation et que les crypto-monnaies, elles, permettent d'avoir une certaine autonomie et de rendre la liberté au marché financier. Bon, bref, ça, c'est le projet dans ses débuts et dans son premier objectif. Aujourd'hui, on le voit, les hausses et les baisses de taux d'intérêt et les décisions politiques ont des impacts sur les cryptos. La baisse des taux d'intérêt a eu un impact très positif sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est comme l'or, c'est un actif qui ne génère pas d'intérêt, qui ne génère pas de rendement. Et donc, quand les taux d'intérêt baissent, les gens ils vont retirer leur argent des produits qui ont un rendement et les mettre sur des produits, ce qu'on appelle plus spéculatifs, qui n'ont pas de rendement, donc l'or et le Bitcoin. Donc, la baisse des taux d'intérêt a eu un impact sur le Bitcoin. Donc, les politiques monétaires, il faut les surveiller même si on investit sur le Bitcoin. Et les politiques toutes simples, on l'a vu, Donald Trump, c'est sa victoire aux élections américaines qui a généré cette hausse. Donc, les décisions politiques et les politiques monétaires ont un impact sur les cryptos, il faut bien les surveiller. Les évolutions technologiques, il faudra les surveiller aussi. On parle notamment de optimisme, je prononce mal, pour Ethereum et du Lightning Network pour le Bitcoin. C'est des protocoles, des évolutions technologiques qui permettent un meilleur fonctionnement de la technologie blockchain et généralement plus de rapidité. Il faudra aussi suivre les crises environnementales et la pression écologique aussi. Bien sûr, parce que surtout pour le Bitcoin, le mining du Bitcoin qui est très énergivore, il faudra surveiller comment les politiques vont prendre des décisions à ce sujet. Alors je suis très en retard, on a déjà dépassé largement le temps, donc on va essayer de faire très rapide pour l'analyse technique. On va essayer de faire très très rapide. Donc là, je vous partage mon écran. On avait dit qu'on allait faire une analyse technique en live sur le S&P 500. Alors, à long terme, bien sûr. Alors ça, c'est le S&P 500. On l'a sous les yeux. Le S&P 500. Alors, j'utilise la plateforme ProAltem Web pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la seule plateforme, à ma connaissance, qui permet le tracé automatique des niveaux support-résistance. Donc, vous savez, je ne me casse pas la tête à ces niveaux-là, puisque j'utilise l'algorithme avec ce bouton-là qui permet de tracer les supports-résistances horizontaux et diagonaux. On va rester sur les niveaux de support-résistance diagonaux.
horizontaux, pardon, pour cette analyse du S&P 500. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le plus haut historique. Alors, je vais vraiment faire une analyse technique basique, hein, parce qu'il va falloir qu'on fasse vite. Mais en gros, grosso modo, au cours des premiers mois de l'année 2025, si on parvient à casser ce niveau ici de résistance qui correspond au niveau le plus haut historique, on pourrait avoir une accélération forte des cours du S&P 500 et on pourrait aller chercher comme objectif cette zone-là, je pense, 6300. Ça, c'est si on casse et qu'on arrive à aller au plus haut. Maintenant, on voit bien que cette zone elle a été travaillée à de nombreuses reprises. On n'est pas parvenu à la casser pour le moment. Donc, on pourrait observer un retour vers ce niveau de support à 5870. Ou alors, là, l'algorithme ne l'a pas tracé, mais je vous le mets ici avec la souris en bleu, ce niveau qui est à 6000, qui correspond à un chiffre rond. 6000. Donc, niveau à surveiller. Premier, toujours le chiffre rond. On surveille toujours les chiffres ronds qui ont toujours une importance particulière sur les marchés. Sinon, ce sera ce niveau de support. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un trader et qu'on veut se positionner à moyen ou à long terme? On achète sur les supports et on vend sur les résistances. Donc, en gros, là, si jamais on ne parvient pas à casser et qu'on est positionné, il faudra anticiper une vente ou du moins une prise de bénéfice si vous êtes déjà à l'achat et attendre un retour sur le support pour acheter. Si jamais ce support casse, on attendra d'arriver au prochain support. En gros, vous avez les niveaux clés, c'est 6100 $ pour le plafond, hein, la résistance et le plafond, et pour le plancher, c'est 5850 et 5650. Voilà. Et après, si on descend plus bas, on a aussi ce niveau à 5100, mais on en est encore très très loin. Voilà. On va rapidement passer au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il explose tout. Le Nasdaq, on est vraiment sur les plus hauts historiques. On a cassé ce niveau qui était ici, ce niveau de résistance. On l'a cassé, on est parvenu dessus depuis. Donc, très difficile d'analyser un marché qui est sur ses plus hauts historiques. D'un point de vue analyse technique, on n'a pas de grippe, on n'a pas on n'a pas quoi que ce soit sur lequel se rattraper. On peut essayer de regarder ce qu'on a ici. On a ici un canal. D'ailleurs, on s'est arrêté sur ce canal ici, sur le milieu de ce canal. On a un canal très fortement haussier. Donc, on pourrait voir la tendance se poursuivre à la hausse. Maintenant, il faut rester prudent. Soit vous êtes déjà positionné, auquel cas vous profitez de la tendance et c'est tant mieux. Et vous pouvez remonter votre stop petit à petit. Sinon, il faudra attendre un retour sur les niveaux de support au moins à 21 000, voire à 20 500. Après, il y a une autre stratégie, c'est le DCA. Mais en trading et en spéculation, ne vous positionnez jamais sur un plus haut. C'est là où le risque maximum, et c'est là où il y a un risque maximum de correction. Attendez que la correction se produise. Les marchés n'évoluent jamais. Même si on a l'impression ici, là, quand on regarde le Nasdaq, que ça va partir à 23 000 points, si vous regardez dans le passé, si vous prenez du recul, si vous respirez, si vous soufflez, vous regardez, vous voyez que le marché, il évolue jamais en ligne droite. Il y a toujours des replis, il y a toujours des retracements, donc il y a toujours des opportunités pour aller racheter un support. Donc, pas de précipitation, pas de FOMO, ce qu'on appelle le fear of missing out. N'ayez pas cette pression de vous dire que vous manquez une opportunité et que vous ratez quelque chose. Il y aura toujours des corrections. Le CAC 40. Alors, le CAC 40, il n'est pas aussi brillant, bien sûr, que... Vous voyez, c'est le logiciel qui trace tout seul. Hein. Ça vous mâche le travail. Hein. Franchement, c'est un outil. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle derrière ou pas, mais en tout cas, c'est génial. Le CAC 40. Alors, CAC 40, on n'est pas dans un scénario aussi brillant que les indices américains. On est loin d'être sur des plus hauts historiques, malheureusement. Toutefois, là, on a plein de niveaux de support et de résistance sur lesquels se raccrocher pour faire des trades intéressants. Alors, bien sûr, là, ici, on est en train de travailler ce niveau de support, là, et on est en train de le casser d'ailleurs,
à 7370. Si jamais la cassure se confirme au cours de la semaine, on pourrait redescendre ici jusqu'au niveau de support, on va dire à 7150, qui constituerait une bonne opportunité d'achat. Attention toutefois, si jamais le support craque, on pourrait redescendre jusqu'à 6800. Sinon, s'il ne craque pas, on pourrait revenir sur les 7000, 7500 points par la suite. Donc, de beaux niveaux de support-résistance. Vous avez aussi le canal de tendance ici qui se trace automatiquement. Mais je pense qu'ici, on a suffisamment de support et de résistance horizontaux pour déjà avoir une belle stratégie sur le CAC 40. Moi, j'ai tendance... Alors, je ne peux pas vous faire de conseils ni de recommandations, mais j'ai tendance à vous dire, les indices boursiers, ils ont tendance à long terme à monter. Donc, essayez de chercher des points. Alors, vous pouvez spéculer à la baisse, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a des traders qui le font. Mais si vous êtes à long terme, cherchez plus des points d'achat. Donc, achetez les supports. Achetez les supports. Ou faites du DCA. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais aussi comme analyse? Attendez, je ne me rappelle plus. J'avais dit le Bitcoin. Bah ouais, le Bitcoin, bien sûr. Alors, le Bitcoin, c'est un peu comme le Nasdaq. Il est tellement à la hausse qu'on n'a pas vraiment de quoi se rattraper. Alors là, le Bitcoin, c'est un peu particulier. Ça retrace quand même. Si on regarde dans l'histoire du Bitcoin, ça retrace. Hein. Mais on a quand même connu des périodes de très, très forte hausse. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait dans un tel scénario? On pourrait attendre un retour sur les 100 000. Le 100 000, de toute façon, c'est un niveau psychologique qui va être super important pour le Bitcoin. Hein. Ça l'a été dans le passé. C'était un objectif qui était très attendu par de nombreux investisseurs. Ce sera à nouveau, ça restera pour toujours un seuil clé qui va faire parfois support, parfois résistance. Ça a fait résistance pendant longtemps avant les élections de Trump. Ça a cassé après les élections de Trump. Et maintenant, vous le voyez, ici, ça fait office de support. Donc, support-résistance. Donc, 100 000. Ça va être un niveau très, très important à suivre. Sinon, le niveau, c'est 93 700. C'est ce niveau sur lequel on a buté plein de fois. On a eu du mal à franchir les 93 000 et quand on les a franchis, paf, on est parti direct à 100 000. Donc, ce niveau de 93 000 qui est ici en ligne rouge, 93, 94 000, c'est un niveau très important. En dessous, vous avez 90 000 qui constitue un chiffre rond. Et après, on revient très, très bas à 73 000. Pour le moment, on va toujours soit faire du DCA. Si vous faites de l'investissement à long terme, faites du DCA. Et sinon, tentez, pour optimiser votre DCA, de faire des achats sur les supports, si possible. L'or, très rapidement, parce que là, on est un peu en retard. Je suis vraiment désolé. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je ne pensais pas que je prendrais autant de temps. Alors, les niveaux qu'il va falloir suivre, c'est le niveau le plus haut historique à 7800. Ici, pareil, hein, c'est pas moi qui les trace. Hein. Alors, moi, j'en ai tracé quelques-uns ici en supplément. Ça, c'est les miens. Mais sinon, l'algorithme trace tous les autres. Vous avez ces niveaux de support de résistance très importants à 2700 $ l'once et le niveau de support majeur à 2550. Pardon, je m'embrouille dans les chiffres. Et donc, pour le moment, je pense qu'on va continuer à naviguer entre ce support et cette résistance. Et il faudra surveiller une cassure de la hausse qui pourrait amener sur le plus haut historique et voir même peut-être, pourquoi pas, les 3000 $ qui sont très attendus et une cassure à la baisse qui ramènerait peut-être à 2500, voire peut-être même à 2300. Voilà donc tout ce qui concerne l'analyse technique. Et on va repartir sur notre présentation. J'ai besoin de boire, mais j'ai pas de verre d'eau. Alors, petite entre guillemets pause de publicité. Si vous voulez avoir notre newsletter hebdomadaire, on envoie 2 newsletters par semaine, le dimanche et le lundi. Vous avez tous les derniers articles de Café de la Bourse dans votre boîte mail. 40 000 abonnés, 41 000 abonnés même, je crois, sont inscrits. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez aller sur cafedelabourse.com/newsletter et vous abonner gratuitement pour recevoir toutes les dernières actualités et tous les derniers articles que nous avons publiés. Et cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de recevoir un e-book assez complet qui reprend les 81 grands conseils des grands investisseurs comme Warren Buffett et d'autres pour investir en bourse. Alors, et ça va être la dernière partie de cette présentation ce soir, comment ajuster votre portefeuille pour 2025. Alors, je vous ai déjà donné plein de conseils, plein de petites informations. Maintenant, on va tout résumer. Alors, la première chose, c'est
qu'il va falloir répartir vos investissements, donc faire une bonne répartition et géographique et sectorielle. C'est-à-dire que si vous êtes sur de l'investissement long terme, il va vraiment falloir investir en Europe sur la transition énergétique. Vous avez compris qu'aux États-Unis, ça va sûrement pas être le secteur qui va être le plus porteur avec la politique de Donald Trump, mais en Europe, très certainement que ce sera le cas. Les technologies émergentes, n'oubliez pas de vous positionner. L'intelligence artificielle, attention aux bulles spéculatives avec l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même un secteur qu'on ne peut pas ignorer. Ça reste une révolution majeure dans l'économie dans laquelle nous vivons. La blockchain et les cryptos aussi. Donc, à moindre mesure, ça reste des secteurs plus risqués, mais il faut quand même les avoir en portefeuille, je pense. Et tout ce qui concerne la santé, vous avez aussi pour la santé des ETF qui vont vous permettre, par exemple, de miser sur le vieillissement de la population. Et ça, c'est des sujets très importants pour 2025. Donc, pensez à une bonne diversification sectorielle. Pensez aussi à une diversification, bien sûr, géographique. Je crois que j'en parlerai après. Étant donné que je vous ai parlé au début des conflits, des tensions géopolitiques et de tout ce qui s'ensuit, on va potentiellement privilégier les actions d'entreprises qui sont résilientes, c'est-à-dire qui sont solides financièrement, qui ont un faible taux d'endettement et une capacité à maintenir ou augmenter leurs dividendes, même dans les périodes difficiles. Je pense notamment, par exemple, aux entreprises du secteur défensif. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre exposition sur les secteurs défensifs. Alors, les secteurs défensifs, c'est quoi ? C'est, par exemple, les entreprises de consommation de base. Danone, je pense, par exemple, vous voyez, ou Nestlé, ou ce genre d'entreprise. Toutes les entreprises de la santé aussi, et des services publics, EDF, etc. Enfin, l'électricité, les Veolia avec le traitement des déchets, etc. Donc, tous les services publics, consommation de base, services de santé, sont généralement moins volatiles. Et si jamais on avait une année difficile en 2025 à cause du contexte géopolitique, il faudrait se positionner sur ces valeurs-là. Donc, les entreprises qui ont de très bons fondamentaux. Alors, si jamais vraiment vous avez des difficultés avec l'analyse fondamentale, on a un partenaire qui a un logiciel qui s'appelle le VIS, le Value Investing Screener. Vous pouvez faire une recherche sur Café de la Bourse aussi. Dans Avis Courtier, on a fait moi-même, j'ai testé ce logiciel qui vous permet de trouver les entreprises les plus résilientes, justement, d'un point de vue fondamentaux, en termes de capacité d'endettement, etc., etc. Enfin, faible endettement, capacité d'emprunt, etc., etc. Donc, tout ça, ça peut vous aider. Investir dans les actifs liés à l'inflation. Il n'est pas impossible, notamment aux États-Unis, qu'on ait un regain de l'inflation parce que la politique de Donald Trump, qui est très protectionniste, pourrait créer de l'inflation aux États-Unis. Dans ce cas-là, les secteurs de l'énergie, les matières premières sont à privilégier si jamais ça venait à se produire. N'hésitez pas à abuser, utiliser des ETF. Ça rejoint la phrase que je disais au tout début. Si vous ne savez pas quelle action acheter, achetez-les toutes. C'est le principe des ETF. Vous avez des ETF qui permettent d'investir dans 20, 30, 40, 50, 100, 150, 1000 sociétés. Le MSCI World, c'est 1500 sociétés. Donc, si vous ne savez pas lesquelles acheter, achetez-les toutes. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. C'est Warren Buffett même qui le donne. Donc, n'hésitez pas à inclure des ETF diversifiés dans votre portefeuille. Des ETF sectoriels, des ETF géographiques, donc S&P 500, CAC, Eurostoxx ou d'autres, pour optimiser votre diversification et limiter les risques aux actions individuelles. Si vous ne vous sentez pas capable de faire votre stock picking, c'est-à-dire de choisir vos actions, parce que choisir ces actions, c'est pas facile. Si vous avez choisi l'action Atos, là, c'est pas bon. Par contre, si vous avez choisi l'action Palantir, on l'a vu tout à l'heure, c'est très bon. Donc, mais ça nécessite du travail, du temps, de la recherche. Alors, vous pouvez aller vous abonner à la section premium de Café de la Bourse et on vous fera des sélections d'actions pour vous aider à ce niveau-là. Sinon, acheter des ETF, c'est diversifié et ça fait très bien le travail. Pensez à vous exposer au marché émergent. Alors, je sais que la Chine et que l'Asie n'a pas connu des années exceptionnelles ces derniers temps, notamment parce qu'ils ont été très impactés par le Covid, ils ont été très impactés, la Chine, par la crise du marché immobilier, mais il y a des possibilités que ce soit un marché intéressant pour 2025. Donc, peut-être profiter soit d'investir directement sur les marchés émergents,
soit d'investir dans les entreprises industrielles qui se délocalisent en Chine ou dans les pays asiatiques ou dans les pays émergents ou les pays qui ont une croissance démographique très, très forte. Ça peut aussi être intéressant. Donc, pensez à investir dans ces secteurs-là. Alors, évidemment, il faut un juste équilibre. Il ne faut pas faire un all-in. Il ne faut pas tout miser sur les marchés émergents parce que Marc Raffard vous a dit pendant un webinaire qu'il y avait un potentiel. Il faut être diversifié, équilibré, mais il faut penser avoir peut-être un petit peu de crypto, même si c'est des ETF ou des ETP. En Europe, on a des ETP. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les cryptos en direct. Vous pouvez les acheter sur votre compte titre, mais avoir 2% de crypto, 5% d'or, 5% de marché émergent, etc. Peut-être un petit peu d'immobilier. Ça peut être un excellent moyen d'optimiser votre portefeuille, sachant qu'on va être sur une année avec pleine d'incertitudes. Placer vos billes un petit peu sur l'échiquier peut permettre d'optimiser vos rendements. Et aussi, il y a aussi tout ce qui est placement alternatif. Alors, je l'ai dit, les cryptos, l'or, mais il y a aussi les investissements immobiliers. Vous avez des ETF qui permettent d'investir sur l'immobilier. Ça s'appelle des REIT, Real Estate Investment Trust, qui permettent d'investir sur l'immobilier. Donc, ça peut être aussi une bonne chose à faire. Finalement, et ça va être la conclusion, surveiller les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça va être le market mover de 2025 avec les élections de Donald Trump. Je voulais rabâcher pendant toute cette présentation, mais je le redis, si jamais les taux d'intérêt remontent à la hausse, parce que là, ils sont en baisse, si jamais les taux d'intérêt remontent, ajustez votre exposition et profitez des obligations. Les obligations, c'est du rendement pratiquement garanti, enfin, c'est du rendement avec très peu de risques. Le seul risque, c'est la faillite de la Banque centrale si vous prenez des obligations d'État. Donc, voilà, privilégier donc, les obligations à court terme aussi. Si les taux baissent, privilégier les obligations à. Si les taux montent, privilégier les obligations à court terme. Si les taux baissent, privilégier les obligations à long terme. Pourquoi? Parce que là, si aujourd'hui, on a du 4% par exemple en obligations et qu'on sait qu'on est sur une tendance de baisse des taux, vous sécurisez du 4% sur les 3-4 prochaines années, même si les taux baissent, vous sécurisez votre taux d'intérêt. Si jamais les taux montent, achetez des obligations à court terme parce que peut-être que le mois prochain ou dans 6 mois, peut-être que là, vous achetez une obligation 4%, vous aurez peut-être du 5 ou 6% dans quelques mois. Donc, ajustez vos portefeuilles obligataires si vous faites de l'obligataire en fonction des taux d'intérêt. Ce que je dis comme stratégie, ça marche aussi pour les comptes à terme ou pour les livrets. Réallouer vos capitaux sur les produits de taux en fonction de la hausse et de la baisse des taux. Là, on en a bien profité. Là, tous les livrets épargne, etc., étaient à bloc parce que les taux étaient très hauts. Là, ils commencent à baisser. Il va commencer à falloir peut-être revenir sur d'autres types de placements. Revoir la pondération régionale. Alors, bien sûr, si vous cherchez de la performance, il n'y a rien qui performe plus sur les dernières années que les États-Unis. Mais attention, il faut aussi avoir une part d'allocation d'actifs sur l'Europe et sur l'Asie. J'en parlais tout à l'heure. Gardez une part de liquidité aussi, que vous pouvez mettre sur le livret A ou sur d'autres livrets dans lesquels votre argent est disponible instantanément, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités de bourse. On ne sait jamais. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu une très forte baisse des marchés. Il y avait des grosses opportunités à prendre. C'est dommage d'être embarqué dans des actions que vous ne pouvez pas vendre ou dans des obligations que vous ne pouvez pas vendre et qu'une opportunité se présente. Vous passez à côté, c'est ralent. Prévoyez toujours une petite opportunité de cash, avoir un peu de cash ou d'argent disponible pour pouvoir saisir les opportunités de bourse quand elles se présentent. Et finalement, suivez bien les marchés, analysez bien vos performances et ne manquez pas de lire nos articles puisqu'on est là aussi dans tous les articles qu'on publie chaque semaine, chaque jour même. On est là pour vous aider, pour vous guider. Alors là, je vais vous mettre dans le chat juste après. Vous pouvez aller sur Café de la Bourse sur Google si vous avez la gentillesse. Alors, vous savez que Google, ça devient un outil, enfin, ça a toujours été, mais c'est un outil de plus en plus utile. Et pour nous, être bien référencé sur Google, c'est primordial. C'est ce qui nous permet de faire des contenus de qualité et d'être toujours plus visible et de pouvoir continuer à vous faire des contenus toujours de qualité. Donc, si vous avez la gentillesse de bien vouloir nous donner 5 étoiles. Je vous mettrai le lien juste après. Nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous permet aussi de savoir que vous êtes satisfait de notre travail et ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur Google. Donc, ce n'est pas grand-chose. Si vous avez un compte Gmail, je vous enverrai le lien dans 5 minutes. Vous mettez 5 étoiles et nous, ça nous aide beaucoup et ça nous fait
très plaisir d'avoir ces 5 étoiles. Voilà, les questions-réponses. Alors, les questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais, hop, ici, vous retrouvez le lien Google. Il faut que je retrouve le lien Google. Et après, je réponds à vos questions. Donc, je vous laisse les poser déjà maintenant. J'aurais dû préparer le lien avant. Je suis désolé. Mais on va passer aux questions-réponses. Voilà. Donc, si vous voulez nous donner 5 étoiles, vous essayerez de vous envoyer à tous un email pour vous donner le lien. Alors, crypto, bien sûr, comment récupérer les fonds. Alors, pour acheter des cryptos, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez vers votre courtier bourse, Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct, je ne vais pas tous les citer, courtiers bourse traditionnels, qui permettent d'acheter ce qu'on appelle des ETP crypto. Donc, on a fait des articles sur le sujet. Vous pouvez taper ETP crypto sur le site Café de la Bourse. C'est des produits qui sont listés sur Euronext Paris, donc sur la bourse de Paris, et qui permettent d'avoir une exposition sur les cryptos. Ça, c'est le moyen le plus simple. Sinon, vous pouvez aller voir des opérateurs comme Swissborg, comme Bitvavo, comme CoinHouse, comme Bitpanda ou d'autres. On a fait pas mal d'articles avec ces partenaires aussi. Ils offrent des plateformes qui permettent d'investir dans les cryptos exclusivement. Donc, pareil, vous avez sur le site Café de la Bourse une section qui s'appelle la section crypto. Attendez, on va le faire en temps réel, hein. Vous allez voir. Je vais vous montrer directement. Les images parlent mieux que les mots. Alors ici, si je vais sur Café de la Bourse, alors il y a un petit peu de latence parce que voilà, vous avez la section crypto ici. Voilà. Vous allez dans la section crypto et ici, vous avez le guide et le comparatif des meilleures plateformes crypto. C'est un article très long que je me suis donné du mal à écrire. Donc là, vous avez toutes les explications. Alors, vous avez un certain nombre de sélections de partenaires, mais vous avez toutes les explications pour savoir comment choisir le bon courtier crypto, quels sont les meilleurs et comment utiliser les courtiers crypto. On va revenir aux questions-réponses. Bertrand qui nous dit « Je ne comprends pas les cryptos, mais faut-il pour autant rester à l'écart ?» Alors, en général, j'ai tendance à dire quand on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas, on n'investit pas. On ne doit investir que dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on maîtrise. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde tellement compliqué avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, avec la conquête spatiale, avec tout ça, la robotique, etc. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout comprendre. On n'est plus dans le marché des années 50 ou 60 où on pouvait comprendre que Coca-Cola ils produisent du coca et que Nestlé ils produisent des yaourts. On a dépassé ce stade-là. Donc, votre question, Bertrand, est très pertinente. Est-ce qu'on doit pourtant rester à l'écart? Moi, je pense par principe de diversification, on a aujourd'hui suffisamment d'outils avec ces produits ETP ou autres. Je pense qu'en avoir un petit peu. Après, il ne faut pas c'est une question de respect du risque et de respect de la diversification, enfin de mise en pratique de application des principes de risque, de gestion du risque et application des principes de diversification. En avoir 2, 3, 4, 5% de son portefeuille en crypto, pour moi, ça n'est pas complètement hallucinant. C'est même ce qui est très souvent recommandé. Quelles perspectives sur le marché obligataire à moyen court terme? Alors, sur les marchés obligataires, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, Valérie, ça va être évidemment les taux d'intérêt qui vont être indispensables à suivre. Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, les marchés obligataires sont
pas nécessairement très intéressant. Maintenant, à court terme, pourquoi pas? Et sur les pays nordiques, je ne sais pas. J'ai pas étudié la question. Il faudrait que je peux pas tout analyser, mais voilà. Les conseils, j'avais déjà répondu. Alors, il y a Bertrand qui nous dit: «On est d'accord sur le fait qu'une crypto n'est pas une monnaie. Cependant, est-ce que ça pourrait le devenir?» Alors, c'est une excellente question, Bertrand, mais je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade. C'est-à-dire que le bitcoin à 100 000 aujourd'hui, plus personne n'a envie que les cryptos soient réellement des monnaies qu'on utilise tous les jours. C'est des outils de spéculation, c'est des outils d'investissement. Est-ce que ça pourra le devenir un jour? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on n'est pas en train de prendre cette voie-là aujourd'hui. Les gens qui achètent du bitcoin, ils ne le font pas pour aller acheter leur baguette de pain ou pour aller, ou ni même pour acheter une voiture ou pour acheter quoi que ce soit d'autre. Ils le font pour que ça prenne de la valeur. Donc, on est bien dans un modèle de spéculation ou d'investissement au minima. Donc, ça pourrait le devenir. Alors, peut-être les stablecoins, ce qu'on appelle les stablecoins, donc c'est-à-dire des cryptos qui sont indexés sur l'euro ou sur le dollar, qui n'ont aucune vocation spéculative, pourraient peut-être, ou alors les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale, peut-être pourraient devenir à ce moment-là des crypto-monnaies réellement monnaie, utilisées comme monnaie au quotidien. Mais on n'y est pas encore. Alexandre qui nous dit les crypto-monnaies de banque centrale, ça devrait arriver plus tard que 2025. Il pensait en 2026 ou en 2027. Alors, le premier euro numérique arrivera en 2025, mais ce ne sera pas dans sa version finale. Ce sera d'abord une version test qui n'aura pas toutes les fonctionnalités de la version finale, qui ne sera pas utilisable partout, mais ça va arriver progressivement. Ça va arriver progressivement en 2025 avec les premiers tests. Et après, oui, après, ça se développera très certainement beaucoup plus, comme le dit Alexandre, en 2027, en 2028. Encore une fois, c'est une révolution majeure dans le système financier actuel. Ça va mettre du temps à s'implémenter. Alexandre Vitalik Buterin, merci, c'était Vitalik Buterin, j'avais oublié son nom. Yann qui nous dit: j'ai pas pu assister à la présentation dès le début. Oui, il y aura un enregistrement et l'enregistrement sera disponible sur YouTube dans quelques temps. Alors, Valérie qui nous demande: que faut-il faire des actions santé américaines? Peut-on craindre une baisse de leur cours avec la politique Trump? Alors la politique Trump, c'est une excellente question, Valérie. À mon avis, Trump, c'est pas un socialiste, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que tout ce qui est remboursement, si on peut parler de socialiste aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de socialistes, ni l'un ni l'autre. Il y a des démocrates et des républicains, mais bon, bref, vous avez compris, tout ce qui est remboursement, tout ce qui est l'équivalent de la sécu, de l'assurance maladie d'État, tout ça, Trump, il est contre. Donc effectivement, ça va impacter le secteur de la santé dans le sens où les plus pauvres pourront peut-être plus se soigner. Maintenant, pour les actions d'entreprise du secteur de la santé, ça va pas les empêcher, eux, de vendre des soins aux plus riches. Et alors, dans tout ce qui est santé, ça regroupe biotech, laboratoires pharmaceutiques, hôpitaux, etc. Donc, la politique de Trump, elle va permettre de déréglementer le secteur de la santé. Donc, les biotech qui font des nouveaux médicaments, etc., ils pourront peut-être plus facilement les commercialiser. Donc, la politique de Trump, elle sera probablement, encore une fois, tout ça, j'ai pas de boule de cristal, tout ça est à prendre avec des pincettes au conditionnel et on verra bien ce qui se passera en 2025. Mais en principe, la politique de Trump, elle devrait être défavorable, effectivement, pour les Américains moyens ou les plus modestes, les plus pauvres, disons les choses telles qu'elles sont, qui auront des difficultés supplémentaires pour se soigner. Ça, c'est a priori, ça devrait se passer comme ça. Mais par contre, les entreprises, elles devraient avoir des facilités réglementaires pour créer des nouveaux médicaments, pour vendre des nouveaux médicaments, etc., etc. Donc, ça devrait probablement jouer en faveur. Parce que tout ce qui est contre la réglementation, tout ce qui est baisse de la réglementation, ça va favoriser les laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Voilà. Alors, j'attends s'il y a une dernière question, parce qu'on est très en retard, hein. J'avais prévu 30, 35, 40 minutes. Là, ça fait 1h30 déjà qu'on est connectés ensemble. Ça me fait très plaisir, vraiment très plaisir que vous soyez restés aussi nombreux, aussi tard et aussi attentifs et poser autant de questions. C'est vraiment, ça me fait très plaisir. Mais on va bientôt devoir y aller. Et donc, du coup, je vais répondre encore à peut-être une question ou deux.
Alors, quel avenir boursier voyez-vous pour Pfizer? Alors, j'ai pas du tout fait d'analyse sur, cette action-là, donc je peux pas vous répondre. J'en sais rien, il faudrait que je fasse une analyse. Peut-être qu'une analyse va venir sur le site Café de la Bourse, je ne sais pas. On fait souvent des analyses d'actions, donc abonnez-vous encore une fois à la newsletter mais pour le moment, je peux pas vous dire, j'en sais rien. J'ai pas regardé, je sais même pas où se situent les cours. C'est pas une valeur que j'ai analysée. Par contre, si vous voulez vous positionner sur le secteur de la santé, à mon avis, prenez un ETF. Vous avez des ETF, ce qu'on appelle healthcare, donc c'est la santé en anglais, et qui permettent d'avoir une exposition globale sur l'ensemble des actions de la santé, ou américaine ou même mondiale. Allez, je pense que c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va arrêter l'enregistrement déjà.